Bonjour, bienvenue au think tank cybersécurité au sein de l'association de veille pour dirigeants InnoCherche. Nous sommes accueillis par le leader indépendant de la communication corporate RH et B2B, Epoca. Sur ces différentes têtes de chapitre, sachant qu'il y aura une nouvelle présentation, si Thomas veut bien, donc qui sera consacrée donc, aux sociétés elles-mêmes et qu'on pourra développer un petit peu plus tard. Juste pour frapper les esprits, en warm-up, est-ce que Stuxnet dit quelque chose à quelqu'un? À tout le monde? Non. Sur les centrifugeuses, voilà. Cette attaque américaine sur les centrifugeuses iraniennes. Alors, l'attaque américaine, il faut y aller progressivement. On peut dire que c'est une attaque combinée israélo-américaine qui s'est fait donc, à partir d'un virus importé dans un programme Microsoft et qui a mis un certain temps, il y a un temps certain donc, avant d'arriver jusqu'aux centrifugeuses d'origine Siemens qui se trouvaient enfouies dans les centrales d'enrichissement d'uranium et qui a permis, donc, en modifiant l'angle de variation, de ralentir le processus. Ça en dit long sur la capacité, depuis un objet, l'IoT, finalement, d'arriver jusqu'au cœur de cible et de pouvoir pervertir celui-ci. Plus récemment, et là c'est tout à fait officialisé, un four dans une aciérie allemande donc, a été complètement détruit suite donc, à une action de hacking qui a empêché donc, toute manœuvre de ralentissement de la fusion. Et le BSI, donc, qui est l'équivalent de l'ANSSI en Allemagne, donc, a fait paraître une note, une information donc, à ce sujet-là. Et puis, encore plus près de nous, Mirai, c'est la quintessence, si je puis dire, de ce que l'IoT peut ouvrir comme champ d'espace, puisque là, par différents rebonds, il a été possible d'obscurcir l'accès à l'information sur des sites aussi célèbres que Google, je crois Amazon également, via des caméras. Des caméras de surveillance se sont retrouvées complètement dans l'incapacité de travailler et de traiter les données, suite à un botnet qui avait pour origine donc quelqu'un qui voulait juste montrer qu'il était assez fort dans le jeu Minecraft. Donc ça, pour vous montrer, donc ça n'est pas juste de la fiction, c'est déjà réel, avec des conséquences plus ou moins importantes. Il n'est pas forcément question à chaque fois d'extorsion, mais dans le droit fil de ce que présentait Thomas à l'instant. Donc on peut effectivement, via les objets, gagner donc, les cœurs d'information et les cœurs d'ordinateur. Alors, je vais descendre, pardon. Juste pour situer cet environnement, on parle de l'Internet des objets parce que finalement c'est une extension de tout ce que peut être l'accès à l'information. Il y en a de très grandes formes, il y en a de multiples formes, des millions, des milliards de formes. Et c'est déjà très communément admis, c'est déjà à l'intérieur de nos demeures, de nos appartements, à l'intérieur d'un certain nombre d'usines. Et pour rappeler quelque chose à un certain nombre de personnes, je pense qu'il faut y voir aussi une extension et une évolution de ce qu'on a appelé le machine-to-machine, à l'époque donc avec des cartes SIM, avec des cartes comment dirais-je, d'opérateurs, et qui permettaient la communication entre machines. Simplement, on n'était pas descendu à cette époque-là, dans les années 2000 ou 2010 encore, donc sur un accès de connectivité suffisamment facile et suffisamment peu cher. Aujourd'hui, grâce effectivement donc, à la multiplication de tout ce qui est la couche de communication, on permet aux objets les plus banals qui soient, les plus communs qui soient finalement, de se raccorder donc, au cœur d'information au travers des protocoles qui peuvent être courtes, longue distance, et en général, lorsqu'il s'agit d'objets, bien évidemment, il n'est pas question de propager donc, un grand nombre d'informations, mais simplement un certain nombre d'informations essentielles pour relever des compteurs, si je puis dire, capter de manière ponctuelle donc, des températures, des environnements climatiques ou de pollution, et les reporter, et cela sur plusieurs kilomètres. Donc ce que je veux souligner ici, simplement, c'est que la multiplication des standards et le fait que le coût, bien évidemment, des matériels, donc ce soit tout à fait démocratisé, donc a permis à l'Internet des objets, finalement, d'arriver dans le champ de bataille de tout ce qui peut être donc, terrorisme et cyber-activité. Le topo, c'est que la plupart des objets, au départ, n'ont pas été conçus avec Security by Design. Donc, s'il n'y a pas au départ, forcément, il y a des failles, il y a des fragilités, il y a des points faibles, et des gens mal intentionnés peuvent bien sûr les utiliser
peuvent s'en servir pour accéder donc, à des informations beaucoup plus essentielles, faire beaucoup plus mal. Si je puis résumer un panorama au travers d'un slide que j'ai relevé sur le site internet, finalement, on retrouve ici les couches très classiques de ce que l'on voit sur un schéma de connectivité, d'informatique, où là, il peut y avoir aussi bien le consommateur donc, que l'entreprise. Les choses, les objets, donc ici, sont connectés à l'ensemble. En fait, c'est un bon vieux slogan marketing. J'ai eu la chance de travailler chez Cisco. Et Cisco a été l'un des promoteurs de ce genre de slogan qui permet de pousser encore plus loin le besoin de connectivité pour vendre bien évidemment beaucoup plus de machines. Mais on le faisait avant, c'est devenu beaucoup plus facile maintenant, beaucoup moins cher également. Et on essaye finalement, ni plus ni moins, de configurer tout l'environnement quotidien, entreprise, professionnel, consommateur, donc à son smartphone, ou à son téléphone, plus classique, ou bien à son ordinateur ou à son portable. Le déploiement et l'ubiquité du smartphone, finalement, rend tout ça beaucoup plus facile. Bon, c'est un constat que vous partagez avec moi, bien évidemment, dans tout ce que sont les actes quotidiens de la vie. Derrière, les couches de connectivité, eh bien, le Wi-Fi est venu et les nouvelles normes, donc en termes de courte distance, sont là aussi. Le Bluetooth a retrouvé une seconde jeunesse. Et puis, il y a les réseaux. Il faut bien comprendre aussi que derrière les réseaux, il y a du réseau privé, mais il y a du cloud. Donc, il y a une propension, finalement, à déplacer le risque un petit peu plus loin ou vers des nouveaux acteurs. Et puis, on a toujours besoin, bien sûr, et bien évidemment, des couches d'intégration ou de développement produit. Là-haut, il y a 5 rangs verticales, comme diraient les Américains, qui comptent et qui sont rangés, je vais vous les lire parce qu'ils ne sont pas très lisibles, qui sont rangés donc peut-être par celui-ci parce que c'est le plus évident. Celui-ci concerne les systèmes industriels. Dans le monde industriel, il y a très peu de normalisation. En tout cas, il y avait très peu de normalisation. Jusqu'alors, c'était des standards et des protocoles propriétaires qui permettaient de faire fonctionner les automates programmables et les différentes machines. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a eu très peu d'investissement ou trop peu dans ce monde-là. Donc, tout cet environnement industriel est resté très fragile. Ici, on a le transport et la mobilité urbaine. Ça, c'est franchement nouveau. On n'avait pas, en termes de mobilité, la compréhension que l'on peut avoir aujourd'hui de ce qu'il est possible de faire pour surveiller, bien sûr, le trafic routier, pour détecter des places de parking libres, ou pour fluidifier un certain nombre de sujets autour du transport. Donc ça, c'est un domaine assez nouveau. Les smart cities, les cités smart, intelligentes, eux aussi donc vivent une évolution qui, à mon sens, est encore un petit peu lente, mais va se développer. Il y a pour l'instant plus de projets, à mon sens, que de réalité ou de rentabilité à y escompter. Ici, on est dans le monde du consumer. Le consumer, c'est ce qui est le plus visible, mais c'est aussi, finalement, celui auquel on attache une certaine importance, parce qu'il est toujours sympa de pouvoir descendre ses volets ou de mettre à distance donc, le chauffage. Mais il y a un certain nombre d'applications qui ne vont pas rapporter forcément des milliers et des cents. Avoir son réfrigérateur qui inspecte le contenu pour savoir ce qu'il manque et pouvoir le commander, bon, ça peut intéresser effectivement un certain nombre de personnes, mais ça va être relatif. Par contre, sur les facteurs sécurité, que ce soit pour le home ou pour l'industriel, là par contre, il y a un véritable potentiel. Et puis là, un tout nouveau qui concerne la santé, les sciences de la vie, mais aussi donc les vêtements, puisqu'il est question bien évidemment maintenant de les raccorder. Donc il y a un certain nombre de vestes, que ce soit chez Levi's ou chez d'autres, ou des jeans qui sont raccordés avec des puces et qui permettent de vous suivre. Mais les bracelets physiques pour la santé, c'est quelque chose qui existe. Je vais développer un petit peu plus loin. Ici, vous retrouvez ces mêmes éléments. J'ai donné un certain nombre de têtes de chapitre à ce que vous pouviez escompter. Et juste un petit mot sur Tesla. Tesla, c'est bien sûr une voiture, mais c'est avant tout un espace informatisé de connectivité. Et pour ça, c'est un concept complètement nouveau. Il y a eu cet ouragan dans les Caraïbes qui s'est rapproché de la Caroline du Nord il n'y a pas très longtemps. Et Tesla a sorti un communiqué de presse pour dire, vous aurez peut-être remarqué que depuis une journée et demie, sur la côte ouest, Caroline et Floride, donc votre voiture Tesla peut aller plus vite. À distance, ils ont débridé, si je puis me permettre, donc la voiture Tesla pour lui procurer une carburation électrique, j'entends, carburation électrique, je mets des guillemets,
plus puissantes, et ils ont permis donc à la voiture d'aller plus vite. Et il y a une communication officielle de Tesla à partir, enfin sur ce sujet-là. Ça paraît quand même extraordinaire, à distance, de pouvoir piloter donc ce genre de voiture. Allez, on avance. Alors, l'Internet des objets, finalement, ça s'est concentré sur l'ordinateur, sur le téléphone, mais aujourd'hui, ça doit concerner tous les objets, donc dans la maison ou dans l'entreprise. On parle beaucoup de la maison, il faut savoir que l'entreprise aujourd'hui concentre à peu près 65% des développements effectifs en matière d'Internet des objets. Donc c'est de loin, pardon, 85%, excusez-moi, 85%. C'est juste pour signifier que même si c'est symbolique et visible à la maison, le business, il est d'abord et avant tout donc, dans les entreprises. Pourquoi faire? Classiquement, je dirais donc avoir l'information, anticiper, intervenir avant que ça casse, réparer avant que ça casse, récupérer des données. Mais si on récupère des données, et chez vous, peut-être avez-vous Alexa ou d'autres comment dirais-je, éléments de coordination, bien évidemment, vous soumettez votre propre information à un certain nombre d'agrégateurs. Ces agrégateurs sont en train de s'enrichir d'un savoir qui va leur permettre à un moment ou à un autre d'appuyer comme ils l'entendent, finalement, donc en leur faveur pour pouvoir développer des nouveaux services. Donc il est bien évidemment qu'Amazon, Google & Co. sont aujourd'hui en train de tirer parti de cette multiplication des objets qui se trouvent à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi dans votre monde. Et puis, bien sûr, si on allonge la chaîne, eh bien, on fragilise forcément les composants de cette chaîne-là. Et donc, il y a de plus en plus de risques qui se trouvent aujourd'hui intégrés avec l'Internet des objets. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prévus avec la sécurité au départ, parce que leur multiplication est naturelle, spontanée et un peu hors contrôle, et puis parce qu'il n'y a pas de business case pour les sécuriser. Et donc, s'il n'y a pas de business case au départ, eh bien, il y a des fragilités dont certains profitent. Alors, qui sont les acteurs? Je vais accélérer, je suis un peu en retard. On trouve tous ceux qui travaillaient déjà dans ce monde-là, donc dans la domotique, eh bien, des gens comme Somfy, des gens comme Legrand, classiquement, sont là. Mais on trouve aussi des acteurs dont on vient de parler là, des gens comme Google viennent de racheter, enfin ont racheté il y a 2 ou 3 ans une société qui s'appelle Nest pour régler donc, le chauffage à l'intérieur des maisons. Donc on commence à se rapprocher véritablement du sujet. On a parlé aussi d'Alexia. Ce peuvent être des startups, des petites structures qui sont très très focalisées sur un sujet, mais qui n'ont pas forcément déjà démontré leur rentabilité ou la rentabilité de leur modèle, et puis qui à un moment ou à un autre se mettent en vente ou sont appelés, je dirais, par des plus grandes sociétés qui en profitent pour se constituer des essaims de développement, des bureaux internes de développement, que ce soit chez Schneider, que ce soit chez Haier, donc le constructeur chinois d'électroménager, chez General Electric et autres. Donc il y a une foultitude de toutes petites sociétés qui sont de plus en plus rachetées. Donc il y en a assez peu à grandir sur la base des IoT à proprement parler. Et puis les opérateurs télécoms se lancent dans ce business-là, puisque bien évidemment, ils veulent favoriser leur propre réseau, mais ils ne veulent pas passer à côté donc de ce dont il est question ici. En réalité, eh bien, on fait face à tous les domaines qu'on a déjà listés, que Thomas vous a déjà dressés dans différents panoramas. Mais typiquement, lorsqu'il s'agit sur un objet qu'on vend quelques dollars, comme un bracelet pour prendre votre pouls, ou pour un pacemaker qui vous aide à respirer, mais a quand même la vertu de pouvoir être banalisé aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas assez finalement de prix pour incorporer donc de la sécurité. Et à partir de ce moment-là, il y a un risque. Dick Cheney, l'ancien vice-président américain, a eu droit à une opération pour lui retirer son pacemaker et en mettre un autre un petit peu plus sécurisé, avant que d'aucuns se disent on pourrait jouer un tout petit peu là-dessus et prendre non pas le contrôle de M. Cheney, mais prendre le contrôle de sa santé. Ce sont des faits. Alors, ils n'ont pas, ces acteurs de l'IoT, en général, une prise en compte de l'intégralité des dangers et des risques. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ça à responsabilité limitée. Donc, de facto, comme les acteurs ne s'en occupent pas, eh bien, on retrouve un certain nombre
de sociétés bien connues, plus grandes, qui veulent offrir des services managés qui englobent l'ensemble. Des sociétés qui travaillent dans le monde de l'eau, des utilities d'une manière générale, du chauffage. On prend en compte l'intégralité de l'immeuble. Donc Bouygues se met dans la partie, Veolia se met dans la partie, Engie se met dans la partie. Ils veulent construire, Vinci, ils veulent construire petit à petit, de briques et de broc, une offre qui, bien évidemment, n'a pas de rentabilité économique aujourd'hui, mais demain sera délivrée sous forme de services génériques et pourra permettre de continuer à tenir le client, à l'avoir captif. Il faut observer aussi que l'OT, c'est-à-dire tout ce qui a trait au monde industriel, et l'IT, ce qui a trait au monde des bureaux, ont commencé leur convergence. Donc, tout ce qui était protocole propriétaire du monde OT pour faire fonctionner une machine Siemens, ABB ou Schneider, tout cela sont en train de migrer petit à petit vers l'IT. Donc il y a un phénomène très intéressant là de rassemblement et de rassemblement aussi des compétences. En général, un directeur industriel n'a pas de compte à rendre avec un directeur informatique. Mais c'est en train de se mettre en place, puisqu'il y a une évolution des matériels, il y a une évolution aussi des concepts, industrie 4.0, l'usine du futur, c'est un petit peu ce qu'il y a derrière finalement, de pouvoir contrôler l'intégralité de l'usine, l'intégralité de la chaîne d'assemblage, de pouvoir remonter des informations, anticiper, prédire, le faire à distance aussi. Et puis, avec une certaine réflexion autour de ce que pourrait être le rapatriement d'un certain nombre de ces industries. Les Allemands pensent beaucoup à ça, l'Allemagne est en fer de lance sur l'industrie avec 35% de son PIB. Et ils escomptent rapatrier donc beaucoup plus de valeur dans leur pays et dépeupler un tout petit peu ce qui peut se trouver dans le sud-est asiatique. Voilà, donc il y a des réflexions très intéressantes autour de ça. J'ai trouvé cette donnée et je voulais la partager avec vous parce que, voilà, en fait, même si on est un bon programmeur, il est difficile d'éviter une occurrence d'un bug toutes les 2000 lignes de code. Un bon programmeur bien encadré. Et donc, pour un modèle de type Ford F-150 Pickup, puisque j'ai trouvé cette information dans The Economist le mois dernier, donc ça représente un total de 150 millions de lignes de code, donc ça équivaut à 75 000 failles possibles. Ça fait une surface d'attaque assez impressionnante, assez speaks for itself, comme le disent les Américains. Ça parle tout seul, à tel point qu'il y a 4 ans, il y a des ingénieurs, tu t'en souviens certainement Thomas, donc qui avaient réussi à prendre le contrôle d'un modèle de pick-up de la marque de Chrysler et donc l'avait envoyé donc, sur le côté, donc en prenant le contrôle des axes, du volant et d'un certain nombre d'organes du véhicule. Ford Chrysler avait rappelé tous ces véhicules pour mettre un niveau donc plus soft, mais c'est juste pour signifier que ça n'est pas juste de l'utopie, c'est du réel. Donc il y a quand même beaucoup de points d'ancrage possibles, je dirais, pour prendre le contrôle de ce genre de dispositif qui aujourd'hui repose sur du soft. Hein, soyons clairs, les voitures, bien sûr, mais la plupart des organes aujourd'hui de transport et de domotique aujourd'hui, donc c'est de l'IT avec des codes, avec du code qui est programmé, mais plus ou moins bien programmé, et pourquoi pas en open source. Bien sûr, de plus en plus ouvert. Si Apple est plutôt assez bon dans le monde des failles, ils ne sont pas exempts non plus de reproches, mais c'est parce que leur monde est fermé. Si on ouvre à plus de tentations et plus de risques. Donc, les grands acteurs, il faut les voir très certainement dans ceux qui développent des puces spécifiques et des capteurs spécifiques, mais aussi dans ceux qui sont en train de s'insérer subrepticement, mais insidieusement, très certainement, donc pour développer encore plus en avant leur tentaculaire emprise sur le business. Donc je pense bien sûr donc, à Amazon, mais des gens comme Microsoft ou Google pourraient être aussi cités. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc tous ceux qui fournissent des services, parce que à l'unité, on n'arrive pas à sortir un business plan qui tienne la route, donc il faut aller plus loin, il faut englober plus de choses pour pouvoir délivrer plus généralement. Et puis il y a les prescripteurs qui peuvent intervenir et qui doivent intervenir, et qui interviennent déjà, que ce soit les gouvernements, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a fait un très très gros travail en France pour identifier
Donc, pour mettre en place un cadrage, une programmation, comment dirais-je, essayer de faire monter le niveau d'un certain nombre d'intégrateurs ou de services de sécurité là-dessus, et de relever donc les 230 OIV, les centres, les organismes vitaux qui doivent absolument être protégés, avec obligation de révéler la moindre tentative de hacking, et avec l'obligation de se mettre à niveau. Et ça vaut au niveau de l'Europe, mais ça vaut aussi au niveau des groupes d'industriels. Donc ça bouge. Donc tous ces acteurs-là sont en train de se mettre en place. Et on arrive presque à la fin. Bon, les règles qu'il faut bien sûr pouvoir appliquer dans ce monde-là, ce sont des règles que vous connaissez et qui sont déjà largement implémentées, mais il faut les répéter et les mettre, je dirais, avec des moyens et avec beaucoup de force, je dirais, dans la tête d'un certain nombre d'organisations, sur la gouvernance, rappeler les bonnes règles, sur l'administration et l'application des objets connectés. On se rend compte de rien, mais tout d'un coup, on développe avec le BIOD, par exemple, donc sans le savoir, finalement, on développe des surfaces de risque, des surfaces à risque, je dirais, d'un certain nombre de sociétés, en ramenant donc qui son téléphone, qui sa tablette. Protéger les communications. Alors les communications entre les objets et tout ce qui peut être point de traitement, cryptage ou certificat, puisqu'il y a bien sûr une communication basique, si je puis dire, et puis il y a un moment, on encrypte si ça le mérite, et où on sécurise. Et donc il y a des architectures donc, à mettre en place là aussi. Voilà. Et puis les bonnes règles, la segmentation, toujours et encore, on n'est pas obligé d'eux, mais il faut pouvoir le faire. Et faire auditer régulièrement avec des approches aujourd'hui qui commencent à ouvrir à l'extérieur tout ce qui peut être l'audit. En clair, on offre des récompenses à tous ceux qui trouvent des failles. Et les grands, aujourd'hui, les grandes sociétés qui développent du code le font très très régulièrement. Et je pense que c'est une bonne approche, puisque ce n'est pas forcément à l'intérieur qu'on trouvera donc les ressources, ni même donc, les compétences pour pouvoir couvrir ça. Voilà. Les perspectives, il y aura sur ce marché-là, bien sûr, une plus grande maturité et en même temps une sélectivité. C'est-à-dire qu'après le temps de l'explosion irrationnelle, la sélection va entrer en jeu avec disparition d'un certain nombre d'acteurs, avec reprise et rachat par des grands. On a trop peu porté de considération à la partie intégration. La partie intégration, il y a assez peu d'acteurs aujourd'hui en France, mais dans le monde, à s'occuper de cette partie-là. Il y a du brick et il y a du broc. Il faut pouvoir le faire fonctionner ensemble. Et il y a assez peu d'acteurs à avoir ces compétences descendues ou déclinées au niveau des objets. Et puis la responsabilité, et là, la responsabilité, on touche au domaine des assurances, on touche bien sûr au niveau des... on touche aux primes, on touche... je dirais donc à la gouvernance. Il s'agit de tout l'ensemble de l'organisation de la société à se mettre en branle et à bien identifier quels sont les vecteurs de responsabilité et à quel prix, bien évidemment, là-dessus. Voilà, il y aura la prochaine fois une cartographie plus complète des sociétés. Il y avait déjà pas mal de matière, donc on ne voulait pas trop charger, et puis Dominique ne pouvait pas être là, donc on a pensé que ce serait judicieux. Voilà. Merci. Bravo. Merci. Je vous invite à suivre toute notre actualité sur notre playlist YouTube ainsi que sur le site officiel inocherche.com. Merci à vous, à bientôt.